On a Stéphane, allez, on accueille Stéphane avec ses bonnes nouvelles. Coucou Stéphane! Bonjour tout le monde, bonjour à toute l'équipe. Je suis content de vous revoir. Ça fait à peu près un mois que j'étais complètement bloqué. Oh, bah écoute, heureuse, je suis heureuse, on est tous heureux de te voir. Comment vas-tu, mon Stéphane? Eh ben, tu vois, avec le gros sourire, c'est des larmes de joie que je coule en ce moment. C'est vraiment C'est beau. super. Ah, il y a Oh, pas beau cœur. énormément de tous les côtés. Là, au niveau des placements abusifs, il y a eu énormément de choses qui ont bougé au niveau des départements, au niveau de l'Assemblée nationale. Ils ont demandé des enquêtes, ils contrôlent tous les numéros à délit. En ce moment, c'est une panique, un nettoyage complet qui est en train de se faire au niveau de l'aide sociale à l'enfance. Bon, ils s'aperçoivent qu'il y a énormément de structures qui n'ont même pas de numéro à délit. Oh, Voilà, ils s'aperçoivent que les gosses, il n'y a aucune ils s'occupent vraiment pas d'eux, les engagements qu'ils avaient pris ne sont pas respectés, les droits des enfants sont non respectés, ceux des parents encore moins, donc ils sont en train d'essayer de réparer ça, on va dire, mais là ils sont complètement débordés. Je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont être rendus aux parents très prochainement. Là, oh il y a là là, que Dieu t'entende, mon Stéphane, mon Dieu, quelle joie d'entendre ça. En tout cas, c'est prometteur, hein, c'est sur le bonne voie. En tout cas, toi, mais quel bonheur. Donc, est-ce que t'es allé voir ta fille? Tu l'as vue encore ou pas encore? Tu l'as revue? pas, toujours pas. Je ne l'ai toujours pas rencontré, malgré que la mesure a été mise en place. Bon, ça, je m'y attendais parce que c'est arrivé tellement vite. On le sait qu'il y a des gros problèmes au niveau du personnel. Ils sont en manque de tous les côtés. En plus de ça, ils se sont aperçus en contrôlant les numéros ADELI qu'ils utilisaient des fonctions qui n'en avaient pas le droit. On le dénonçait déjà depuis longtemps, maintenant c'est acté. Ils sont en train de contrôler tout ça, de regarder voir si les familles d'accueil ne sont pas fichées dans au niveau du FIJAIS, le dossier des pédocriminels. Et Oui. on s'aperçoit qu'il y a malheureusement des familles d'accueil qui ont des passifs de pédos. Donc tout ça, ils sont en train de nettoyer. Ouais. Euh, Ils sont en train d'essayer de faire passer une loi, mais on ne sait pas trop ce que ça va apporter parce que cette fameuse loi va leur permettre de ne pas contrôler justement le dossier FIJAIS s'ils embauchent du nouveau personnel. Alors Ah bon? Hmm. on essaie de faire en sorte que cette loi ne passe pas. Bon, ils l'ont voté, mais on va s'y opposer quand même. Heureusement qu'on est là pour s'y opposer, puis que tous les témoignages, heureusement qu'ils sont là, que les parents et surtout les enfants maintenant ont monté des groupes parce qu'ils recherchent leurs parents il y a 20 ans de ça. Il y Ah a ouais, une carrément. qui a été jugé hier, Monsieur Aziri, il s'appelle. Il a été condamné il y a 25 ans pour des accusations de viol et l'État a enfin reconnu hier que c'était une grosse erreur de leur part. Donc, au bout de 26 ans de combat, c'était l'ADAS. C'est pour ça que je dis à tous les parents qui avaient baissé les bras, même à cette époque-là, qui ne voient plus leurs enfants, qui les cherchent, d'aller vers ces groupes-là qui leur permet de relier les liens qui ont été rompus depuis des années. Ce sont les enfants eux-mêmes qui sont sortis de l'ADAS qui ont monté ces groupes-là. Et pareil, ils font pareil au niveau de l'aide sociale à l'enfance, là maintenant. Ils recherchent les liens avec leurs parents, et des parents recherchent aussi leurs enfants. Donc, ce sont beaucoup de dossiers qui vont remonter à la surface en tant que témoignage par rapport aux enquêtes qui ont été demandées par le gouvernement pour pallier justement à ce manque qu'il y a eu et essayer on va dire, réparer les erreurs. Malheureusement, ça a toujours des effets irréversibles, mais au moins les parents et les enfants, ils se voient. C'est super. Mais quel bonheur! Mais là où je suis, enfin, pourquoi tu l'as pas encore revu? Qu'est-ce qu'ils attendent de là maintenant? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui Alors, bloque? là, c'est compliqué. Il faut expliquer comment fonctionne un petit peu la ZE. Dans la mesure où ils décident de placer, par exemple, une mesure à EMO sur une famille, ils se renseignent. Donc, ils font un placement qui est provisoire, soi-disant. Mais dès la mise en place du placement provisoire, ils touchent les
Et les subventions, une fois que l'enfant est placé, il touche les subventions d'un seul coup. C'est-à-dire, s'il est placé pour 2 ans, dès le premier jour, eh bien, l'organisme qui va être nommé comme étant l'organisme protecteur touche la totalité de la somme sur 2 ans. Donc, c'est que si jamais il y a un retour, une ordonnance du tribunal qui ordonne le retour de l'enfant dans sa famille parce qu'il y a eu un problème dans le dossier, la société protectrice doit rembourser la totalité de la somme qu'ils ont perçue par le département. Et à partir de là, le département peut demander le financement complet, enfin le registre du financement complet du budget qui a été alloué à l'enfant. Et c'est à partir de là qu'on s'aperçoit qu'il y a des conflits d'intérêts. Il y a des versements occultes qui ont été faits à des organismes qu'ils n'auraient pas dû, d'autres argents qui ont été versés dans un but, mais l'enfant, l'argent, elle n'a pas servi pour ça, elle a servi à autre chose. Non, mais évidemment. Les comptes maintenant, ils demandent les comptes et les associations qui sont derrière, qui ont la gestion du dossier, sont obligées de les donner et ça constitue vraiment les preuves des détournements de fonds qu'il y a dans ces administrations. Mais ça concerne la CAF, la sécurité sociale, la CH, parce que bien sûr tous les dossiers tombent en même temps, donc ils sont obligés de contrôler, et on s'aperçoit que là, c'est une horreur complète, quoi. Les enfants laissés à l'abandon, il y a le gros scandale des enfants qui ont été placés dans des maisons, dans des structures où malheureusement ils n'avaient pas le droit de le faire. Ce sont des marchands de sommeil qui logeaient ces enfants et on leur donnait 7 euros par jour pour qu'ils se nourrissent. Et les enfants étaient complètement déscolarisés, ils étaient placés dans ces centres-là à partir de 16 ans. Et malheureusement, jusqu'à leurs 18 ans, ils restaient dedans sans être scolarisés, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Tout ça, c'est en train de descendre sur la table. Monsieur Moretti a été questionné il y a 3 jours de ça, d'un audit avec des référents sociaux. Il savait même pas comment répondre, aucun chiffre. Voilà, les chiffres sont inconnus. Il y a que les victimes qui arrivent à peu près grossir, on va dire, les preuves pour ces détournements de fonds, parce qu'on se renseigne. Et malheureusement, Monsieur Moretti n'a pas pu répondre à toutes les questions. Tu m'étonnes qu'il n'a pas pu. Rappelle-nous, s'il te plaît, Stéphane, un enfant placé, combien l'État verse, et un enfant placé handicapé, combien par mois? Alors, et en moyenne, entre 6 500 et 6 800 euros pour un enfant dit normal, mais dès qu'on lui trouve une idée ou un trouble du comportement, un truc comme ça, on peut monter un dossier MDPH et à partir de là, ça monte jusqu'à 23 000 euros par mois. Rendez-vous compte, les amis. Et bien sûr, ça ne va pas à l'enfant parce qu'on sait dans les conditions dans lesquelles ils sont dans ces foyers. Hein, voilà. Donc, où va tout cet argent par enfant? Et quand on sait le nombre d'enfants placés, les amis, c'est un véritable scandale. Ça, quand les gens, ça va être officiel. Il est complètement... Même les services sociaux, c'est pour ça qu'ils sont en train de demander des comptes au niveau du nombre de structures, de référents, des familles d'accueil. Ils sont en train de faire le ménage dedans. C'est pour justement justifier de ces détournements de fonds et de ces usurpations de qualification, ça s'appelle. C'est pénalement répréhensible. On comprend pourquoi il y a des dossiers qui sont complètement erronés parce que dans les PMI, les psys n'ont pas de numéro à délit. Un psychologue ne peut pas être psychiatre, donc ils se permettent de soulever des problèmes sans avoir une confirmation de personnes qui sont aptes à diagnostiquer ces maladies-là. Donc à partir de là, déjà c'est un usage de faux, et puis c'est grave, ça concerne la santé des enfants. Mais oui. Voilà, on a des cas où des enfants qui ont des troubles de comportement, on leur donne des traitements médicaux qui sont pour adultes et qui sont des médicaments qu'on n'a pas le droit de donner aux enfants. Et ils les donnent, on leur fout la paix. Voilà, c'est tous ces scandales qui sont en train de sortir et bon, malheureusement, comme c'est un gros scandale, ça met du temps. Et puis eux, de notre côté, ils s'imaginent très bien que une personne qui est livrée dans un scandale, tôt ou tard, va demander des indemnités et ça va coûter très cher au département et à l'État.
Voilà, Donc, donc ils rendront tout l'argent volé. Tu te rends compte, Stéphane, moi, ça me rend folle. Hein. Ces histoires me rendent complètement folle parce qu'on se dit, ils font ça en toute impunité. Là, comme ça, les Français sont absolument, ils en savent rien, ils s'en fichent. Et tout cet argent pour retirer, voler les enfants, kidnapper. Il y en a qui ont ces propos. Encore hier, on m'a partagé une vidéo d'une maman qui dit, les gendarmes sont venus avec l'ASE me kidnapper mes enfants. Non, mais attends, mais il faut voilà. voir des conditions. Hein? Non, mais c'est terrible. Il faut que ça cesse. Hein? Et il faut faire du bruit avec toutes ces affaires, les amis. On ne peut plus nier l'évidence. Quand on sait, on se doit de dénoncer, d'en parler autour de soi. Parce que c'est terrible. Cette réalité est terrible. Trop peu de gens encore sont au courant. Croyez-moi, s'il y avait l'opinion publique qui était un peu plus touchée, tout ça serait terminé en 2 jours. Et les médias, bon, il y a énormément de scandales, on le voit maintenant, même au niveau de la jet set, tous ces politiques, les animateurs, les gens qui sont Oui. en train de tomber pour des actes de pédocriminalité, ils reconnaissent, eux, qu'ils sont en tort, ils reconnaissent qu'ils ont violé des personnes ou les a touchés, ils sont condamnés en l'espace, on va dire, de 6 mois à des peines de 1 an de prison avec sursis. Mais une personne à qui on enlève l'enfant, eh bien, lui, l'enfant est mis en prison pendant des années parce que c'est l'enfant qui est mis en prison. Les parents, on leur retire leurs droits, mais ils ne sont pas condamnés. Ils ne sont pas condamnés puisqu'ils sont, il y a la présomption d'innocence qui joue. Mais comme l'enquête, elle dure, eh bien, l'enfant sous problème de protection, il place l'enfant tant que ce n'est pas jugé, eh bien, on est coupable. Et ça dure des années, des années, des années, des années. Et c'est ça que on voit qu'il y a 2 politiques, 2 justices, il y a deux condamnations. Et les parents, nous, dans notre situation, ben, on est culpabilisés en permanence. Les services sociaux qui sont là, soi-disant, pour aider les enfants et les parents ne font pas du tout leur travail puisqu'ils les culpabilisent au départ, et que ce soit pour n'importe quoi. Quand vous êtes coupable maintenant, avec la loi et les problématiques de maintenant, si vous avez bientôt un gosse qui va attraper un rhume chez vous, que vous n'avez pas les moyens de payer le chauffage, vous êtes un mauvais parent, on va vous enlever les gosses. Les lois sont biscornues maintenant que ça va en arriver là, malheureusement. On le voit comment ça fonctionnait avec les femmes battues. Je l'ai dénoncé il y a 4 ans et au niveau de 3 ans, quand la publication de l'État, le rapport d'enquête avait été donné et était à disposition sur info.gouv et compagnie, on s'apercevait déjà qu'une maman qui est battue déjà par son mari ou même à l'inverse, parce que des fois c'est l'inverse malgré que oui, tout à fait. Des parents qui battent les papas, qui ne disent rien, et malheureusement, ces personnes-là, elles vont rentrer dans des procédures qui sont incompréhensibles dans la mesure où ils viennent pousser une porte en disant au secours, je suis battu. Ces gens-là, ils vont placer votre enfant parce que l'enfant, effectivement, il n'est pas dans un milieu correct, mais on enlève l'enfant à la maman parce qu'elle subit des pressions dans sa tête, elle n'est pas dans un état normal. Ça, c'est une honte. On la prive de son enfant parce qu'elle n'est pas bien, elle est battue par son mari. Donc, comment voulez-vous que psychologiquement, cette maman ou ce papa qui est innocent, il est déjà victime, on lui enlève son enfant et on le prive pendant des années. Ce n'est qu'un échec. Là, ce n'est qu'un abus de pouvoir, ce n'est que maltraitance humaine, ce n'est que injustice. Ce que clament toutes les victimes qui sont confrontées un jour au placement d'un enfant, que ce soit pour des faits qui sont minimes ou que ce soit des faits graves. La punition du gosse est exactement la même. C'est une privation des droits de l'enfant de voir ses parents. Malgré qu'un enfant, ils disent qu'un parent est défaillant, ça arrive dans tous les couples, des défaillances. Je ne connais personne sur la planète qui est complètement parfait. Ça n'existe pas. Et on n'a pas le droit d'appuyer sur un problème qui est lié à un problème de société, comme le manque d'argent parce qu'on ne peut pas nourrir son enfant comme on le voudrait, le manque de mobilité parce qu'on ne peut pas l'amener à tel endroit. Et bien tout ça, ce sont des excuses pour venir rafter les gamins. Je te coupe, Stéphane, enfin je te coupe, je rebondis.
c'est très juste ce que tu dis. En fait, un parent qui va demander de l'aide à l'État parce qu'il se retrouve dans une situation ou de violence conjugale ou peu importe le cas, en fait, c'est le piège qui se referme sur le parent. Et Voilà. ça, c'est scandaleux. Toutes les mamans et papas qui témoignent avec qui j'ai discuté, c'est quasiment comme ça que l'horreur, le cauchemar a commencé en allant demander de l'aide. Voilà Voilà. l'aide rendue de cet État, de ce gouvernement. C'est terrible, hein, cette réalité. Elle est terrible, les amis. Faut que ça Voilà. cesse. Ça commence déjà par toutes les assistantes sociales que vous allez pouvoir rencontrer, que ce soit quelqu'un que vous allez voir démarcher pour aider à remplir votre feuille d'impôt, que vous allez amener des documents pour aller remplir des dossiers de la CAF. Vous amenez des documents qui vont vous passer la corde au cou, parce qu'ils constituent des éléments de preuve comme quoi vous êtes une famille qui a des problèmes, et dans la mesure où vous avez des problèmes, vous ne pouvez pas assumer votre enfant. C'est le premier pas que vous faites pour un signalement qui n'hésite pas à faire. Les signalements, maintenant, il y en a à l'appel. Les signalements sont faits au juge et dans la mesure où il y a une mise en danger, ils ne cherchent pas à savoir si c'est vrai ou pas, ou le degré de mise en danger, ils ne cherchent pas à savoir à le réparer, alors que des fois, c'est tout simple. Il suffit de donner 500 € à chaque famille qui vient pousser la porte pour un problème. Eh bien, l'État fera des économies, aidera une personne en famille. Et en plus de ça, il n'y aura pas d'enfants placés. Il suffit de donner 500 € à chaque famille qui vient pousser la porte. Ça évitera de donner 6 500 € à un organisme qui fait de la triche. On ne sait pas fiscalement ce qu'il déclare. Les familles d'accueil, c'est encore un flou énorme pour ça. On ne sait pas combien ils ont de droits à garder d'enfants par rapport à leur structure. Des fois, on s'aperçoit qu'il y a des familles d'accueil qui ont 7 gosses à s'occuper et la maison n'est même pas apte à se... Oui, tout à fait. Voilà. Non, on en a une ici dans le village. Ouais. C'est incroyable. Ils font ça pour l'argent, hein, uniquement pour l'argent. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Puisqu'il faut voir qui leur servent à manger, il faut voir tout ça. Et pourtant, ils savent encaisser. Hein. Il n'y a pas de souci là. Donc, moi, il y a longtemps que tout ça, si tu veux, je trouve ça scandaleux et que voilà, ça. J'essaie d'alerter autour de moi. On en parle, mais les gens trouvent ça tellement gros qu'ils osent y croire. Comment ça, l'État, tu vas leur demander de l'aide, on vient te prendre. Mais non. Oui, mais non. Mais les gens, il faut arrêter d'imaginer que ces gens-là sont là pour nous. Ils font tout pour nous détruire. Et quand on ouvre sa bouche, qu'est-ce que c'est qu'on nous coupe en premier? On nous coupe le chômage, on nous coupe la casse, c'est-à-dire tous nos systèmes de ressources. Et quand on sait derrière comment ça fonctionne, on sait qu'ils gèrent tout ça, même le pôle emploi. Et quand moi je les dénonce, ils me disent mais non, ce n'est pas vrai. Mais non, je leur dis si. Le lien, il est tout simple. Quand la protection de l'enfance s'occupe d'un enfant qui est jeune majeur, ils leur font signer des contrats jeunes majeurs. Qui c'est qui gère ça? C'est bien les services sociaux en lien avec Pôle emploi. Ils sont tous pieds et poings liés, tous ces services publics, bien sûr. Et ils se cachent derrière tout ça en disant que c'est pas vrai, ils sont complètement indépendants. C'est faux. Il y en a plein de liens dans la reconversion, dans l'aide au soutien aux personnes qui sortent de prison. Hein? Qui sait qu'il y a le lien entre les services sociaux et Pôle emploi? Et ils disent que ce n'est pas vrai. Et c'est pareil pour tous les organismes. Ils ont des portes ouvertes de tous les côtés, dans toutes les structures. Au niveau de la CAF, c'est exactement pareil. On vous donne même des numéros spéciaux. Des numéros qui sont incompréhensibles. Il y a des gens qui travaillent au sein de ces organisations, ils le savent. Ils savent que ça va très mal, mais on leur fait fermer la bouche. Qui est le responsable dans tout ça? Le seul responsable, ce sont les présidents de département. Malheureusement, tous les présidents de département sont actuellement montrés du doigt parce que c'est eux qui délivrent les subventions à ces associations. Ce sont les premiers responsables. Tout à fait. Je lisais les commentaires, excuse-moi. Enfin, cette réalité-là dépasse tous les amis. Hein. Ça dépasse l'entendement. On a Léna qui nous dit une maman a demandé de l'aide pour nourrir ses enfants.
Eh ben, l'aide qui lui a été proposée, ils lui ont retiré ses enfants placés et elle s'est suicidée, elle les a jamais revus. Voilà, Voilà, tellement le combat était terrible. Voilà. Donc moi, je vais vous dire, tout ça, ils portent ça, ils sont responsables. Ça va être terrible pour tous ces gens-là qui ont cautionné ça, qui ont fermé les yeux et qui ont pris ce genre de décision. Parce que c'est terrible, terrible ce qu'ils ont fait. Ça me rend malheureuse, vraiment, d'entendre des trucs pareils. Mon Dieu, mon Dieu. Ça dure de bon matin, mais... Voilà, ils avaient été condamnés du temps où ça s'appelait la DAS. Ils ont été condamnés. Ce système existait déjà. On sait que derrière, il y a énormément de monde qui ont des structures qui sont en train de tomber parce que ce sont des gens qui exercent depuis très très longtemps. Et on s'aperçoit que les histoires, il y en a une énorme qui tourne du côté d'Alès en ce moment. Moi, je suis très près plusieurs victimes qui sont du côté de Alès par rapport à Ricolin, tous ces voilà, il y a une grosse affaire qui est en train d'exploser, c'est l'affaire du Coral qui a été dénoncée vers chez vous. Il y a beaucoup de gens qui en parlent actuellement. Bon, tu as parlé tout à l'heure d'une maman que j'ai pu rencontrer personnellement, Linda Mathieu. Voilà, oui. Voilà, j'ai pu avoir la chance de pouvoir les rencontrer. Elles avaient des histoires qui étaient tellement folles, presque incroyables. Donc c'est pour ça qu'on est allé les rencontrer. Ces gens-là, on s'aperçoit que c'est des histoires qui tiennent la route. Et ces gens-là qui sont derrière sont vraiment des corrompus. J'ai pu rencontrer des formateurs de l'ASE dernièrement qui travaillent dans la formation pour le personnel de l'ASE. J'ai pu leur poser des questions auxquelles ils n'ont pas pu me répondre. Ce sont des gens qui sont directement impliqués dans l'affaire du Coral et malheureusement, quand on ne peut pas répondre à des questions toutes simples, on ne peut que se poser des questions. Mais pourquoi ne veulent-ils pas répondre? Quoi? Ils sont mouillés, ils sont achetés, ils sont contraints au silence parce qu'on doit leur faire une pression. Enfin, je veux dire, il y en a certainement plein de ça. En parlant de ça, voilà, quand moi j'ai pu participer à un colloque où justement un des formateurs de l'ASE était là. Ce formateur-là est impliqué dans l'affaire du Coral. J'ai pu discuter avec lui et je lui ai posé une question. Avez-vous formé le personnel de gendarmerie et de la police pour justement, quand monsieur Adrien Taquet a demandé à ce que l'on forme un personnel spécial pour pouvoir auditionner les enfants, eh bien c'est ce même monsieur qui a formé le personnel de la gendarmerie à un système vraiment de questionnement bien élaboré qui oriente les questions des enfants, mais c'est la même personne qui après a formé le personnel de l'ASE. Donc, il travaille en plus avec un numéro, il est auto-entrepreneur, ce monsieur, et il se permet de faire des colloques où sa foi fait loi. Ses paroles sont mangées par les systèmes et parce qu'il est formateur, et bien tout le monde le croit. On peut dire ce qu'il veut, mais pourtant, c'est lui qui forme le personnel de l'ASE à ce que l'on dit. Il a formé au préalable le personnel de la gendarmerie et de la police pour faire les auditions. C'est quand même pas normal. Mais non, c'est pas normal, bien sûr. Sur quelle base il a eu cette formation de formateur spécialisé? Sur quelle base? Quels sont ses diplômes? Malheureusement, c'est caché. Quelle triste réalité. Mais enfin, heureusement que grâce à des gens comme toi et comme d'autres, voilà, tout ça finira par être mis en lumière au grand jour pour le plus grand nombre et s'arrêter parce que, voilà, toute cette énergie que vous dépensez à la juste cause pour que tout ça s'arrête va finir par payer. Et toi, déjà, voilà, tu as déjà gagné au moins une grande chose. Ouais. Mais alors, j'aurais vraiment aimé que t'entendes que vous soyez revus. Là, j'en reviens pas. Dans combien de temps vous allez vous voir, du coup? Il faut attendre combien de temps, là? Alors, tout simplement, moi, je sais comment ça fonctionne parce que moi, ça fait 26 ans que je suis là-dedans. Je sais comment ça fonctionne. Je sais comment maintenant on peut pousser les choses. C'est que je m'attendais à leur réponse. Quand on est passé au tribunal, le juge a demandé à ce que mes droits soient remis pour les visites médiatisées. Mais la première des choses qu'ont demandé le service protecteur, c'est qu'on m'enlève mon autorité parentale.
ils avaient déjà calculé le fait de m'enlever mon enfant. Et maintenant, le fait d'enlever l'autorité parentale, on peut placer à l'adoption l'enfant. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que Voilà. ça? Donc, je m'y suis opposé, je sais quelle est leur méthode, et quand on est sorti du tribunal, bon, moi, je leur ai posé la question, combien de temps vous allez mettre pour faire valoir la demande du juge? Et là, la réponse, bien sûr, de la référente, je m'y attendais. Oh là là, ça va mettre des mois déjà pour rédiger le dossier. Et une fois qu'on a rédigé le dossier, il va falloir des mois pour que l'enfant soit en tête de liste, parce que la liste est tellement longue que ça peut mettre des mois pour que votre enfant soit admis dans une structure de points relais pour que votre droit de visite soit exercé. Autrement dit, en deux parenthèses, elle m'a dit que ça allait durer des années, ça pouvait durer des années, octroie un droit de visite alors qu'il a été ordonné par le tribunal. C'est incroyable là. À partir de... Voilà, j'ai écrit pas plus tard qu'hier une lettre au juge en lui expliquant la situation et en lui disant tout simplement que vu les problèmes qu'il rencontrait structurels pour mettre en place la demande du juge, on pouvait octroyer une visite médiatisée à domicile en présence d'une TISF à mon domicile. Et ça existe, c'est une loi que l'on a droit de demander, qui fait bien sûr pas plaisir à l'organisme gardien parce que c'est pas la même structure, c'est pas les mêmes personnes qui connaissent qui vont toucher les sous. Là, c'est une structure indépendante et ce sont à domicile, chez moi, que ça va se passer. Maintenant, il suffit que le juge l'acte, il a tout à fait le droit de le faire et ça contrecarre complètement les décisions de l'organisme protecteur actuel qui a la charge de mon enfant. Donc tout ça, ce sont des lois qu'on a le droit, nous, en tant que parents, de proposer dans l'intérêt de l'enfant, toujours dans l'intérêt de l'enfant, sans que ça crée de conflit, mais le fait qu'un des deux parents récupère l'enfant, ça ouvre la porte à énormément d'avantages que les services sociaux ne pourront plus contrecarrer. Maintenant, quand on parle des services sociaux, attention, il ne faut pas généraliser, moi je parle de placement abusif. Il y a des placements, il les faut. Il y a des placements, on ne sait pas comment est l'enfant, on voit comment est l'enfant, mais on ne connaît pas la responsabilité des parents. Il faut qu'il y ait un placement pour protéger l'enfant. Mais un placement n'est pas là pour durer. Normalement, il est prévu pour 6 mois. Alors si pendant ces 6 mois, l'enfant il est en sécurité et que ça permet aux parents de pouvoir dialoguer et d'avoir une ouverture de porte sans que l'enfant soit au milieu et rentre dans un conflit parental, parce que le souci qu'il y a après, il y a l'aliénation de l'enfant, c'est-à-dire que le parent gardien va critiquer le papa ou la maman qui ne l'a pas en garde, et ça crée des fois dans la tête de l'enfant un décalage. Et ça s'appelle de l'aliénation parentale. C'est pour ça qu'il ne faut jamais parler des problèmes d'adultes aux enfants. Il faut les épargner. Mais vous vous rendez compte, alors pour le parent, c'est terrible, mais pour l'enfant à qui on l'arrache du bras de ses parents. Donc on a William qui est ici, qui témoigne que lui, il a été placé à l'âge de 3 ans et que pour se construire derrière, c'est terrible. D'accord? Mais en plus, les amis, hein, d'arracher les enfants des parents, on va endoctriner l'enfant en lui disant que c'est le parent qui l'abandonne, bien souvent. Tout à fait. Ça, c'est encore plus terrible. Moi, tout ça, les amis, ça me rend dingue. Je crois que ça devrait être le combat numéro 1 de chacun ici, dans ce pays, sur cette planète. Vraiment, hein. Vraiment. Maintenant, il y a un déni de la famille, de la justice. Ça veut dire que autrefois, quand il y avait un souci dans la famille, qu'il y avait un parent qui avait des problèmes ou qui devait partir sur un chantier à l'étranger pour aller travailler, on confiait l'enfant aux grands-parents. Là, les grands-parents sont carrément éjectés. Ils ne considèrent pas la famille comme étant une famille avec des grands-parents. Eux, ils considèrent une famille comme avec un papa, un enfant et l'enfant. Mais les grands-parents, ils les effacent. Alors que les grands-parents peuvent accueillir l'enfant chez eux. Ça, d'entrée, ils l'interdisent. Ce n'est pas normal dans une procédure de protection à la famille qu'on néglige les grands-parents. Il y a des grands-parents ou des grands-enfants, des frères, qui peuvent s'occuper de leurs petits frères quand il y a un problème. Pourquoi on les écarte? On les oublie complètement. C'est illégal.
C'est illégal parce qu'il y a une loi, hein, justement, Stéphane, hein, qui dit avant de placer l'enfant dans un foyer quelconque, enfin, il y a les grands-parents. Hein. Voilà. Mais voilà, le problème. C'est pas respecté. Voilà, les organismes protecteurs ont créé leurs propres lois qui sont dénoncées, ils sont condamnés régulièrement tous les ans, ça fait 14 ans, que le gouvernement est condamné et qu'il paye une amende à la Cour pénale internationale. Ils indemnisent pas les victimes, ils ne changent rien dans leur comportement et ça continue et c'est couvert par le paiement des amendes. C'est ça qui est honteux. C'est ça qui est vraiment honteux. Il faut arrêter ce système-là. Les lois, c'est simple. Il suffit de décider d'octroyer obligatoirement la parole aux grands-parents lors d'une procédure pour qu'ils accueillent d'entrée les gosses dans la famille des grands-parents. Voilà. Et là, c'est pareil. Il faut que les grands-parents aient la tête sur les épaules ne rentrent pas aussi dans un conflit d'ego. Voilà. Déjà, l'enfant, on arrive à le protéger d'une structure qui est défaillante. Maintenant, quand il reste dans le cocon familial, eh bien, c'est aux grands-parents d'être assez intelligents, d'arrêter de défendre un enfant qui est forcément pas toujours dans le bon sens. Hein. Il faut être honnête, faut voir l'intérêt de l'enfant, faut voir ce que l'enfant désire, parce que même s'il s'entend pas dans la famille, il va s'entendre avec un frère, un cousin, un grand-père, que ce soit le paternel ou pas, il y a toujours une solution d'hébergement pour un enfant qui est en difficulté. Les services sociaux, on les met tout le temps dans le même sac, on critique toujours mais il y a du bon personnel dans les services sociaux. Il y a des bonnes personnes, il y a des bonnes familles d'accueil, il y a des familles qui sont défaillantes aussi dans ce système-là. Mais c'est à eux de faire leur ménage dedans avec la parole, ils doivent entendre la parole des enfants. Les réunions qui sont obligatoires normalement une fois par mois ne sont pas faites. Et normalement, ces réunions, il devrait y avoir la famille, il devrait y avoir le personnel social, l'encadrant de santé et l'encadrant scolaire. Ces tables rondes ne sont jamais mises en place. Et pourtant, elles sont obligatoires tous les mois quand le référent remet copie au juge pour le suivi de l'enfant. Ce n'est jamais fait. Pourquoi? C'est des questions. Il n'y a rien qui est respecté dans ce pays, rien. Voilà, alors que c'est si simple de résoudre ce problème-là. Mais s'il y avait une volonté, mon Stéphane, il y a 10 millions de solutions autres que celles qui sont en train d'appliquer au quotidien avec nos enfants. C'est de la destruction de cellules familiales qu'ils font. Il n'y a absolument pas d'aide. C'est de la destruction psychologique à tous les étages, à tous les niveaux. On a Lionel qui dit les parrains et les marraines servent à quoi? C'est vrai aussi. C'est ça, le parrain et la marraine. Qu'est-ce que c'était? C'était une loi qui était tout à fait légale. Le parrain, quand il y avait des soucis dans la famille, il récupérait l'enfant. Le temps que le problème, c'est ça le parrainage. Ben pourquoi ça n'existe plus? Pourquoi? Pourquoi? C'est ça. Malheureusement, on avait des solutions qui sont tellement simples, mais il faut en sorte maintenant d'avoir le monopole sur l'enfant. Et ça, c'est honorable. Voilà. On a les solutions. Il y a des gens qui prennent des dossiers. Malheureusement, dès qu'il y a un gouvernement qui arrive, Lorraine Russell, enfin pas Lorraine Russell, Charlotte Cobel, elle demande des audits, des enquêtes, mais elles ont été déjà demandées par les anciens qui occupaient le même poste qu'elles. Ils font des audits, des conclusions, mais ça ne change pas. Pourquoi? Parce que le pouvoir de ces gens-là, déjà, c'est un pouvoir mafieux. Faut pas mâcher son mot. Moi, je les traite de mafia organisée à l'enfant depuis le début. C'est un marché de l'enfant. Et c'est une triste réalité. On me traitait de complotiste, on m'a traité de tous les noms d'oiseaux. Mais quelque part, maintenant, je suis content et fier qu'on me traite de complotiste parce que j'avais raison quand je disais ça. Les sociaux, maintenant, ils le savent. Ils regardent derrière leurs épaules. Ils savent qu'ils sont espionnés. Ils savent qu'ils font mal. Mais il y en a beaucoup qui en prennent conscience. Et ils se retournent maintenant contre leur chef en disant, mais est-ce que je fais, c'est bien ou pas? C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui démissionnent. On est en perte, ils disent qu'ils trouvent pas de personnel, mais obligatoirement, quand on on les met dans une situation, ils comprennent des fois qu'il y a des situations, ils sont pas normales, mais ils comprennent pas pourquoi on les oblige à agir comme ça alors qu'il y aurait une solution simple, c'est d'écouter le parent, d'être plus à l'écoute, de mener les enquêtes comme il faut. Nous, on les mène, nous, personnellement, ces enquêtes.
On les fait personnellement. On traverse la France entière avec des amis pour vérifier les dires de ses parents. Et quand on s'aperçoit mais qu'ils ont raison et qu'on comprend pourquoi ils sont comme ça, nous, on le comprend. Ils sont énervés, ils sont. Alors, il y a un terme qu'ils aiment bien utiliser quand vous allez dans les bureaux et que vous les entendez. Ils vont dire, monsieur, vous êtes dans la colère, vous êtes énervé, et ils sont contents de le marquer, ça. Ils sont contents de marquer que vous êtes dans l'incompréhension parce que les lois disent ça, mais eux, ils font ça. Ils le savent, ça, c'est un jeu qui est pervers. C'est un jeu qui est parce qu'il faut comprendre en plus que c'est vous qui êtes dans la colère et parce que vous êtes dans la colère, vous ne pouvez pas réagir normalement. Et ça, ils appuient là-dessus, ils vous font perdre pied, mais surtout, tout ce qui est questionnement, c'est calculé. Tout est fait pour vous faire perdre pied, vous déstabiliser, vous faire perdre la tête et on le voit malheureusement. Il y a 140 agressions en moyenne par jour de personnel social. 140 agressions. Parce que les parents sont dans l'incompréhension. Et des fois, ce sont des familles d'accueil. Des fois, ce sont des familles d'accueil qui tapent le référent. Parce qu'ils ont écouté. Sauf que le référent, derrière, il est déjà au courant de toute l'histoire de malhonnêtiste qui est derrière. Il est courant des problèmes de subvention. Mais à côté de ça, ils savent qu'il y a des structures qui peuvent être prises. Ils savent qu'il y a des bonnes familles qui peuvent. Pourquoi ils le font pas? C'est ça, toutes ces questions, le pourquoi, alors qu'on a des solutions, ça ne fonctionne pas. Parce que derrière, il y a des gens qui ont compris, mais des gens qui sont très mauvais dans leur cerveau, qui ont fait beaucoup d'argent, en investissant dans des centres, des vieux bâtiments. Je l'explique ce truc-là parce que ça explique le détournement de fonds qu'il y en a certains qui font. Quand on gagne beaucoup d'argent, on achète une structure, un vieux bâtiment. On le fait rénover dans un but de créer un foyer. À partir de là, ce sont des subventions de l'État qui arrivent. Et une fois que cette personne qui a de l'argent, ça peut être un notable, un avocat, un juge, une personne très bien placée au niveau du département, eh bien, il va blanchir de l'argent dedans. Il va toucher des remboursements. Une structure qui est rendue au public, il va toucher des subventions de l'État, de la rénovation et compagnie, et après on crée une structure et on met un cousin, une cousine, un membre de la famille en tant que gestionnaire. Et pour le remplir, ce truc-là, voilà, ça coûte de l'argent, il faut que ce soit rentable de suite. Et bien, quelqu'un du service social va vous envoyer les gosses à l'appel. En disant, voilà, enfin, une nouvelle structure d'accueil vient de s'ouvrir sur notre territoire. On va pouvoir héberger des enfants dans la misère et compagnie. Ils parlent de la misère, mais c'est une misère qu'ils ont créée. Donc, les gosses, ça y est. Et là, on touche des subventions. Et là, jackpot. Il y a 3 enfants, ça va payer le crédit de la maison entière. Vous voyez ce que je veux dire? Mais moi, je vois très bien ce que tu veux dire. J'espère, les amis, que vous comprenez bien ce que Stéphane est en train d'expliquer. C'est terrible, c'est scandaleux. C'est incroyable, ces montages, comment ils sont. C'est des pourritures d'ordures. Moi, j'ai une haine, les amis. Il va falloir qu'on... Je sais pas, on pourra jamais pardonner ça, mais il va falloir qu'on se lève, les amis. On peut plus permettre ça dans ce pays. C'est plus possible. Quand on sait, on sait. Qu'est-ce que c'est cette indifférence? Qu'est-ce que c'est putain, mais j'ose croire que si les Français en majorité étaient au courant et conscients de ça, les choses changeraient, qu'ils n'accepteraient pas. J'ose espérer, mais quand on voit ce nombre de gens capables de collaborer à un tel système, de travailler dans des conditions pareilles, d'obéir à des ordres pareils, ça m'inquiète. Voilà, mais c'est vraiment très inquiétant parce que nous, on connaît la base des soucis qu'on rencontre tout le monde. Et on le dit haut et fort, la pédocriminalité tombe. On va dire c'est tout le système mondial qui va tomber. Je dis bien un système mondial. Parce que ça a été instauré depuis extrêmement longtemps. Il y a des bouquins qui en parlent et qui annonçaient déjà ce système-là. Il y a des livres, j'en ai vu encore sur une publication de ce matin, un livre franc-maçon qui était énuméré par un Allemand qui racontait ce que l'on vit actuellement, mais on voit que l'on est coincé quelque part. Même la justice, on se dit, la justice est là pour nous protéger et va nous aider à agir. Mais quand on prend des avocats, quand on est confronté à une justice comme ça, on se dit, c'est tellement gros notre dossier que notre avocat, il va nous défendre et il va faire exploser ce truc-là. Malheureusement, ça n'arrive pas. Pourquoi
n'arrive pas. Moi, j'ai eu le plaisir de discuter avec des bâtonniers. J'ai discuté avec des gens très haut placés dans la magistrature. J'ai discuté avec des avocats qui sont très connus sur les tables françaises, on va dire. Moi, dans mon affaire, j'avais pris Maître Collard. On ne pouvait pas avoir mieux comme mon avocat. Après, il m'a laissé tomber. Déjà, j'avais les boules. J'ai discuté avec son repreneur, j'ai discuté avec lui, j'ai discuté au niveau d'avocats qui sont au niveau de la Cour pénale internationale. Et j'ai compris comment fonctionnait ce système. J'ai téléphoné à mon avocat et j'ai dit arrêtez de venir me représenter, je vais me débrouiller seul. Mais on se suit. Parce que j'ai compris que même les avocats, ils sont tenus par les couilles, excusez-moi, en étant gentils. Ils sont tenus par leur burnette. Tout simplement, ils savent que dans les procédures qui sont pour l'aide sociale à l'enfance, ils n'y pourront rien du tout. Déjà pour une bonne raison, c'est que quand on est accusé d'attouchement sexuel, de viol sur nos enfants, comment ça se fait qu'on est traité par le tribunal des mineurs, la chambre de la famille, c'est en pénal que l'on devrait passer. En pénal. On n'y passe pas. Pourquoi? Parce que les services de l'ASE se font débouter à chaque fois. Ils sont condamnés. Si une affaire passe en pénal, l'ASE ne peut rien faire. Les attouchements sexuels qui sont portés contre vous, ce n'est pas à la chambre de la famille de traiter ça. Il y a maltraitance sur l'enfant. Donc, c'est du pénal. On n'est pas reconnu, un parent ne doit pas reconnaître le tribunal qui va les juger. Il n'a pas les titres pour. C'est déjà un des premiers problèmes qu'il y a au niveau de la justice française. Monsieur Moretti n'a jamais voulu débattre de ça. On dit qu'il y a 2 polices, 2 justices, on en voit les résultats. Mais complètement. Mais tous ces gens complices, c'est... Vive la séparation des pouvoirs. Oh mon Dieu, c'est terrible. Voilà. Tout ça, nous arrivons à le dénoncer. Malheureusement, ça n'avance pas. On n'est pas assez nombreux à descendre dans la rue. Des Stéphane, des Patrick, des gens comme ça. Il en faudrait des milliers. Des milliers. Je suis d'accord. Quelle honte ce pays. C'est une honte. Il est lamentable. La France est devenue un pays lamentable. Mais vraiment, hein. Vraiment. Et par nos gosses. Ils nous tiennent par nos gosses. Regarde tous les gilets jaunes qui sont la merde. On leur enlève les gosses aussi. Ce sont les premiers, on leur enlève les droits et on leur enlève les gosses. C'est tout leur système là qui est connu maintenant. Malheureusement, c'est une catastrophe. Quand les gens comprendront que derrière l'aide sociale à l'enfance, il y a toutes les problématiques de la société qui sont là, que ça traite les retraites, que ça traite les femmes battues, que ça traite la protection des enfants, tout le système est tourné autour de cette magouille. Maintenant, quand on va aller un petit peu plus loin, je vais parler des gens que j'ai eu le plaisir de rencontrer, qui je les prenais pour des fous, ces gens-là au début. Je leur disais, mais d'écouter des gens comme ça, rien que d'être à côté d'eux, c'est de la folie. Ils sont dangereux. Et pourtant, ce sont des gens, ils avaient raison. Quand on écoute Hélène Lombard, qui a été critiquée sur les réseaux sociaux, c'est une dame, elle faisait peur parce que effectivement, elle avait des paroles qui étaient un petit peu bizarres par rapport au racisme. Mais quand on écoute ce qu'elle dit, quand on dit Madame Hélène Lombard, elle est raciste, ce n'est faux, c'est complètement faux. Elle a utilisé un phénomène de société en prenant le cas d'une personne noire et elle a soulevé le problème de racisme qui existe au sein de Pôle emploi, de l'aide sociale à l'enfance, pardon. Elle a utilisé ce problème de racisme. C'est vrai que ça existe dedans. Ça existe dans le social. Il y a des enfants qui travaillent dans le social, des personnes qui sont racistes. Et elle a sorti un dossier d'une personne noire, on l'a accusée d'être raciste. Mais cette personne-là, depuis 1983, où elle a fait de la prison, elle a dénoncé les titres des tribunaux. Et il s'avère que cette personne-là a entièrement raison. Écoutez sur sa page ce qu'elle dit. Les tribunaux n'ont pas le titre pour pouvoir juger les personnes qui vivent en France.
C'est extrêmement grave ce que je dis. Les tribunaux usurpent leur droit de pouvoir juger les gens. Ils n'ont pas de titre. Incroyable. C'est incroyable. Non, moi je suis pas surprise. Tout est dans la plus grande illégalité, une grande illusion, tout ça. Ces gens-là se donnent des titres qui n'ont même pas, qui sont complètement illégaux. Voilà, sur ces manifestations, on la voit, elle est toujours présente quand il y a des manifestations de placement abusif. Elle fait l'effroi de tout le monde. Elle fait peur à tous les magistrats quand ils sont devant. Pourquoi? Parce qu'elle a raison. Les preuves, elles sont là. Elles sont là. Ce petit document qui est recto verso, qui est disponible sur Facebook, sur les documents du gouvernement, ils sont sur InfoJustice, vous pouvez aller les rechercher, les articles de loi, ils y sont. Les tribunaux en France n'ont pas de titre légal pour nous juger. C'est un dossier qui est tellement explosif, parce que ça concerne également les impôts, qui ont un numéro de commerce aux États-Unis. Comment ça se fait que les impôts ont un numéro de commerce aux États-Unis? Là, il y a du monde qui va se poser des questions. Faites votre recherche, vous allez voir, ça réserve bien des surprises. Et on comprend pourquoi la magistrature ne dit rien. Parce que qui c'est qui paye la magistrature? Ce sont nos impôts qui ont un truc à l'étranger. Tout est magouille, tout est bien ficelé, tout est magouille et compagnie. C'est que des montages financiers. Tout ça, hein, avec du trafic d'êtres humains. Voilà ce qu'il en est. Elle est là, la réalité de ce pays. Mais Stéphane, excuse-moi de ma colère, mais parce que ça m'anime tellement de cette réalité, je la déteste tellement, j'ai du mal à encaisser tout ça. Ça me travaille toujours autant. Mais il faut vraiment qu'il se passe des choses, les amis. On peut pas continuer d'accepter ça. On peut pas. Et la moisson continue. On a prévu en 2025, avec les lois qui sont en train de passer, et ça, on va passer à 500 000 enfants placés en France. 500 000. Est-ce que tu imagines ce que c'est? Au jour d'aujourd'hui, on est à 380 000 enfants placés. 17 000 enfants disparus. 4 000 personnes qui se suicident par an parce qu'il y a les enfants qui sont placés. 4 000 suicides, c'est les parents, c'est les enfants qui se suicident par an. Quelle horreur, mais quelle horreur. Là, on a la petite justement de Lydia, je crois qu'elle s'appelle, hein, oui. Qui crie au secours, qui dit qu'elle veut suicider puisqu'il refuse qu'elle voit sa maman. Comme voilà. Et là, il n'y a rien qui se passe. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et les psychiatres, psychologues, là, qu'est-ce qu'ils foutent? Des faux. Je comprends pas. Il y a un truc, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Voilà. Dans ce dossier-là, c'est un exemple encore. Les numéros sociaux étaient usurpés. Dans son dossier, les référents sociaux n'ont pas lieu d'exercer. Ah, Pascal, bonjour. Bonjour à vous tous. Bonjour Billy. Bonjour Stéphane. Oui, je voudrais répondre sur l'illégalité de ces prétendus magistrats dans ces tribunaux c'est le JAF, aussi bien dans les tribunaux du commerce. Ce sont des agents comptables. Ce ne sont pas des magistrats, ce sont des agents comptables. Ils sont là pour faire rentrer de l'argent dans le système de corruption, parce que c'est un système de corruption, parce que, je rappelle, ils ne sont pas magistrats, ils sont des agents comptables. Et voilà, on a les certifications de ça, par des preuves, voilà. Et voilà pourquoi je voulais intervenir. Je voulais intervenir sur autre chose aussi, mais là, déjà, pour répondre à Stéphane, voilà, par rapport au document qu'il a présenté. Voilà. Merci Pascal d'avoir confirmé. Pascal, on parlait tout à l'heure aussi de cette loi qui est absolument pas respectée, que quand on retire un enfant soi-disant en danger dans une famille, il y a cette loi où normalement les grands-parents ou les parrains devraient être prioritaires. Comment ça se fait que ça aussi c'est pas respecté? Justement, il y a, on découvre chez Safagi, on découvre beaucoup de choses qu'ils ont mis en application. Et en fin de compte, qui ne sont pas des lois, qui sont des règlements,
mises en place par des décrets, et toujours pareil, hein, regardez la définition d'une ordonnance, d'une loi, d'un décret et d'un arrêté. Et on voit bien que toutes les applications qu'ils ont mis par des règlements, par des décrets, c'est mis dans une entière illégalité. Voilà. Donc, tout ça, bon, bien sûr, il faut le dénoncer parce que ces décrets sont caducs, déjà. D'une, parce que il n'y a pas de signature par l'article 1367 du Code civil. Voilà. Et derrière, on rentre dans le sujet comptable, donc qui veut dire le financement, donc qui veut dire trésor public. Donc tous les décrets où il parle de procédure, comment dire, avec le livre fiscal, qui n'a aucune existence légale. Regardez bien dans tous les décrets en place qui parlent du livre fiscal, que ça soit aussi bien dans tout le social, eh ben, toutes ces lois-là sont inapplicables, sont caduques. Donc, pourquoi le livre fiscal n'a aucune existence au journal officiel? Il n'existe pas, on ne peut pas parler du fiscal, de paiement au trésor public, on ne peut pas parler d'amende ou quoi que ce soit, si ça n'existe pas. Ils vont inventer un code, voilà, qu'ils ont mis en application par la méconnaissance des gens, voilà. On t'impose des choses, on te condamne au tribunal par des amendes civiles, voilà, en toute illégalité. C'est ça. Et je rappelle quand même que, je rappelle, entre autres, que Safavici est sous l'égide des parquets de France, donc on est là pour faire appliquer la loi et la justice, voilà, parce que nous sommes protégés au sein même de la justice, vu que c'est le procureur de la République qui protège Safavici, et aussi bien les autres syndicats indépendants, sachez-le. Donc, voilà, nous, on demande que la loi soit appliquée, que les gens soient défendus correctement et non pas par des tribunaux facto, voilà, hein, et qui donnent des décisions de justice en toute illégalité, en écartant en plus, en écartant des expertises judiciaires, en modifiant même ces déclarations. Donc là, toutes ces escroqueries, il va peut-être falloir à un moment que ça s'arrête. Voilà. Tout à fait. Notre arme, c'est le savoir, c'est sortir de l'ignorance, bon sang, et de reprendre nos droits. Beaucoup disent notre souveraineté, ça commence par là, bon sang. Merci Pascal. Excusez-moi, je suis un peu animée parce que ces sujets, cette réalité dépasse tout. Hein. Je veux dire, on en est conscient, mais putain, de l'entendre encore et encore. Je veux dire, c'est gangréné partout, à tous les niveaux. Hein. Ce qui est très, très grave, bon, entre ce que Stéphane dit, entre ce que le groupe Safavici apporte, c'est comment des gens qui font partie du système politique, des ministres, des sénateurs, des députés, comment ces gens-là ne dénoncent pas tout ça? Comment ces gens-là qui laissent appliquer des décrets qui sortent de l'Assemblée nationale, donc ils en ont bien tous connaissance. Comment se fait-il qu'ils laissent appliquer ces choses-là, d'une qui ne sont pas signées, d'une qu'on s'aperçoit qu'il y a des irrégularités dans ces décrets et dans ces lois, il y a des irrégularités, et comment ces gens-là qui ont, comment dire, une administration derrière, hein, parce que des groupes politiques, ils ont du personnel pour travailler, ils ont des avocats dans ces groupes politiques. Et comment ces avocats-là, dans ces groupes politiques, ne dénoncent pas ça? Ben, tout simplement parce que la plupart de ces gens-là ont la possibilité et le moyen de faire des détournements de fonds sur le dos des enfants. Les enfants, les commerces, voilà. Donc, tout est en jeu, et tout se lie. Tout se lie. Le problème des enfants, le problème des commerces, tout se lie avec ces tribunaux de facto. C'est ça. Tout à fait, entièrement d'accord avec toi. Et c'est pour ça qu'il y a deux justices en France, la justice des justes et la justice des pauvres. Oui, mais ces magistrats
à un moment qui sont complices de ce système, il va falloir qu'ils soient destitués de leur poste, voilà, et les remplacer par de vrais magistrats. Voilà, voilà. Là, en ce moment, il y a le ménage qui est en train de se faire justement au niveau des magistrats. On le sait depuis des années, il y a certains magistrats qui font pignon sur rue, ce sont de véritables escrocs. Des escrocs parce qu'ils savent très bien que au niveau des placements abusifs, leur pouvoir est limité, mais ils font croire aux gens qui vont leur rendre les gosses. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Là, dans la plupart des dossiers qui sortent actuellement où les enfants sont rendus aux parents, ça fait pour certains 10 ans qu'ils étaient suivis par des avocats. Ça n'a jamais abouti. Les gens, ils se débrouillent tout seuls et là, ils récupèrent leurs gosses. Comment ça se fait? Voilà. Ouais. Comment ça se fait, ouais. Parce que Merci, monsieur. Je suis obligée de tourner la parole. Il y a 1h15 d'émission, mais le sujet est tellement important. Je compte sur vous, les amis, pour partager ce live, pour le diffuser, pour faire écouter à tous ceux qui sont encore en train de dormir ou de douter de cette triste réalité dans ce pays. Je veux dire, un Stéphane ou un Pascal, on ne peut pas remettre leur parole en jeu. C'est pas possible. À moins d'être de très, très mauvaise foi ou d'être complice. Alors, je vais sortir un petit peu du débat, Stéphane, et excuse-moi, parce que je voulais intervenir sur les fameux 49.3 rapidement. Et dites-vous bien une chose, moi, il ne m'impressionne pas ces 49.3, parce que quand on va fouiller correctement par rapport à tout ce qu'on est en train de trouver, l'illégalité du trésor public, l'illégalité du code de la route, l'illégalité de tout ce qu'on est en train de dire, et que derrière tout ça, ce n'est pas sorti au journal officiel, moi, le 49.3, si vous fouillez bien, ils seront sortis dans l'illégalité, voilà. Donc, il ne m'impressionne pas, ça sera aux gens d'agir par rapport aux irrégularités qui se trouveront dans ces lois qu'ils auront mis en place et qui ne seront pas signées, d'autant plus qu'ils ne seront pas signés. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bonne journée à vous tous. Au revoir à tout le monde. Merci Pascal, merci de ton intervention. Et mon Stéphane, un grand merci pour ce combat. Toi, tu es un homme exemplaire. J'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour toi et je suis de tout cœur avec toi et j'espère vraiment qu'on va fêter cette victoire ensemble et qu'on va le vivre, les amis, cette fin, cette mise en plein jour de toute cette triste réalité. Mais il faut que les Français soient choqués. Quitte à ce qu'ils soient choqués, c'est pas grave, il faut que ça s'arrête pour nos enfants. Un grand merci, Stéphane. Je suis désolée de m'être énervée comme ça, mais ça me touche toujours autant. J'ai du mal à... C'est quelqu'un qui investit, c'est normal. Une bonne maman ne peut être que choquée. Ah ben ouais, non, mais c'est insupportable. C'est même plus, c'est au-delà du choc, c'est insupportable. Mais bon, on avance et on y croit. En tout cas, bravo à toi. Il y a toujours plein de bonnes nouvelles qui vont arriver maintenant que j'arrive à monter. J'espère que je pourrai vous en faire partager. Merci encore pour tout le soutien que vous nous apportez parce que livrer sa parole maintenant, ce n'est pas c'est très très difficile. On continue, on est toujours debout, on est toujours de plus en plus nombreux à se soutenir. On va récupérer nos gosses. Gardez courage tous. Carrément. À très merci. Bientôt. Des gros bisous Stéphane. Merci. De tout cœur avec toi. Waouh.